Bonsoir tout le monde et merci à Cyril Veillon et Archizoom pour cette invitation. Et merci aussi à Luigi Snozzi qui, par sa présence, enrichit la conférence qui va de cette façon terminer par un petit dialogue. Le titre de cette conférence, Former les architectes partisans, entend explorer une dimension significative de l'enseignement de Luigi Snozzi. Comme sur cette image qui représente un menaçant Mohamed Ali juxtaposé à la Villa Rotonda de Palladio, l'architecte auquel pense Snozzi de son enseignement doit être un combattant. Sa conception défend la dimension libérale du métier de l'architecte, un architecte indépendant, intellectuel, critique, qui doit continuellement remettre en cause l'objet de son travail. Que signifie partisan? Le mot partisan présuppose une idée d'attachement à une personne ou un parti, de fidélité, mais aussi de passion. Partisan emprunté au mot italien partigiano, que l'on associe à la résistance contre le fascisme et le nazisme. Pour un architecte, se montrer partisan peut donc signifier une forme de lutte contre un pouvoir dominant, affirmer une position fortement minoritaire, non pas dans un sens d'exaltation individualiste, mais au contraire au profit d'un idéal commun. Luigi Snozzi utilisait souvent cette référence à l'idée de résistance. Dans cette exposition ici à l'EPFL, Snozzi fait appel de nouveau. Et Vive la résistance a été aussi le titre de sa conférence pour l'inauguration de l'exposition le 30 septembre dernier, dans laquelle il rappela sa leçon inaugurale comme professeur à l'EPFL en 1984. Dans cette première leçon qui fonda son enseignement à Lausanne, Snozzi citait Max Frisch et son discours sur la nécessité morale de la résistance, sans laquelle Frisch craignait qu'il n'y ait pas de prochain siècle. Un appel à l'espoir est un appel à la résistance, affirmait Frisch. Et Snozzi ajoutait: mon souhait serait que le département d'architecture, en tant que science humaine à l'intérieur d'une école polytechnique, puisse assumer un rôle stimulant pour un réveil de la conscience morale à l'intérieur du corps académique tout entier. Le mot partisan renvoie également au mot parti, dans le sens où est partisan celui ou celle qui prend parti pour quelqu'un, pour une théorie, une doctrine. Prendre parti est précisément ce que Snozzi exigeait avant tout de ses élèves quand ils devaient faire un projet. Ceci ne signifiait pas affirmer un parti pris ou enseigner selon des idées préconçues, mais au contraire obliger le futur architecte à utiliser sa liberté de choisir, à assumer les responsabilités de ses choix. Il s'agissait de la valeur plus profondément politique du travail de l'architecte. Dans le langage des beaux-arts, le parti a une toute autre signification, qui est celle de la conception d'ensemble d'une œuvre architecturale ou picturale. Snozzi ne s'est jamais référé directement dans son enseignement à cette notion de parti. Jamais il ne posait la question à l'étudiant: quel est le parti de ton projet? Toutefois, la priorité que Snozzi accordait à la conception d'ensemble, à l'idée générale, à la relation de l'objet architectural avec le site, présupposait une grande attention à cette notion de parti architectural. La théorie esthétique des beaux-arts voyait dans le parti ce qui fonde l'ordre rationnel d'un bâtiment, mais aussi sa signification, d'une certaine façon, en amont des choix spécifiques de langage. Un même parti architectural pouvait produire différentes formes, conduire à des développements différenciés dans l'évolution d'un projet. Dans son enseignement, Snozzi s'intéressait peu aux questions de langage et insistait beaucoup sur certaines valeurs fondamentales de l'intervention architecturale. La valorisation des caractères spécifiques du site, la qualité de l'organisation fonctionnelle et des parcours, la clarté des volumes. Cette conception partisane de l'enseignement de Snozzi fut souvent critiquée par certains collègues de l'EPFL, mais aussi par certains étudiants qui ne voulurent jamais fréquenter l'atelier Snozzi, qu'ils considéraient comme un lieu excessivement tendancieux, voire dogmatique. Cette critique d'une excessive partialité de l'enseignement de Snozzi s'accompagnait souvent d'une critique de son caractère partiel, au sens où certaines questions fondamentales de l'architecture, en particulier les questions de la construction, étaient négligées ou peu discutées. L'enseignement de Snozzi à l'EPFL fut effectivement partiel et partial, et c'est sans doute pour cette raison qu'il peut exercer une influence si profonde sur les étudiants. Dans sa présentation de cette exposition, Pierre von Meis, que je salue ce soir, rappelle combien les choix d'implantation à l'échelle urbaine et territoriale primaient par rapport aux choix architecturaux à l'échelle de l'objet. Je le cite: visitant l'atelier Snozzi 2 semaines avant le rendu final d'un grand projet de logement, je m'étonnais de voir les étudiants toujours affairés à mettre minutieusement au point l'implantation, l'ancrage des volumes dans le terrain. Leurs plans de logement restaient pour la plupart encore assez rudimentaires. Que répondrait Snozzi à cette critique? Nous pourrons lui demander à la fin de la conférence.
Snotzi avait bien conscience de devoir enseigner dans une école pluraliste qui impliquait de fortes différences de conception, et il ne voulut jamais assumer des fonctions de gouvernement au sein du département d'architecture. Il explique cette position dans un entretien publié en 1999. Je voulais me dédier à l'enseignement, et seulement l'enseignement, et réserver le plus de temps possible pour pouvoir continuer ma propre recherche en tant qu'architecte. J'ai vécu 10 années de débats stériles sur la réforme du plan d'études, avec pratiquement un nouveau plan chaque année. Mais en réalité, je n'ai constaté aucun résultat positif de ce changement. Pour moi, l'école était toujours la même. Il serait sans doute excessif pour cette raison de parler d'un parti Snotzi au sein de l'EPFL, sans pour autant réduire sa profonde influence sur les étudiants et sur ses collègues de 1984 à 1997. Est-il vraiment parvenu à former des architectes partisans? Cette exposition est intéressante, précisément par le fait de confronter l'œuvre de Snotzi et l'œuvre de ses anciens élèves. Malgré son titre, Luigi Snotzi, professeur d'architecture, l'exposition ne s'intéresse pas à son enseignement comme travail, comme pratique, mais questionne les effets de son enseignement. En proposant aux architectes sélectionnés de présenter non seulement une œuvre pour laquelle ils reconnaissaient l'influence de l'enseignement de Snotzi, mais aussi de choisir quel aphorisme les avait le plus stimulé de leur travail d'architecte, l'exposition met en scène un dispositif de reconnaissance. Elle demande à ses anciens élèves de Snotzi de montrer publiquement dans quelle mesure ils sont prêts à prendre parti pour ses idées, pour ses théories, pour sa doctrine. Elle leur demande: êtes-vous prêts à vous reconnaître comme les partisans de Luigi Snotzi? Snotzi expliquait dans les termes suivants sa méthode d'enseignement. Tout mon enseignement est basé effectivement sur mes projets. C'est un choix que j'ai fait dès le début. J'ai toujours pensé que le mieux était de transmettre ce que j'avais appris dans ma propre expérience du projet. Le grand risque d'une telle démarche pédagogique est de provoquer des copies sur le plan stylistique. Mais cela ne s'est pas passé, et l'intérêt des étudiants s'est toujours manifesté plus à l'égard de mes motivations profondes que pour mes choix de langage. Quelques exemples choisis dans les panneaux d'exposition montrent comment effectivement l'influence de Snotzi s'est exercée plus sur le plan des motivations profondes que sur le plan des choix de langage. Dans ce premier exemple, Graham Mann et Patricia Capuaman affirment que l'enseignement de Luigi Snotzi, marqué par une lecture approfondie du contexte, nous a permis d'intégrer dans la plupart de nos projets une dimension territoriale et sociale qui dépasse la demande initiale du maître d'ouvrage. À Apple, le collège du Léman devient un lieu de rencontre publique et reconnaît l'identité de ce site, à savoir sa relation entre le Jura et les Alpes. Claude Matter et Olivier Galetti présentent deux maisons doubles. La première, conçue en 1989 et réalisée en 1992, est présentée comme une forme d'hommage, de vérification construite de l'enseignement, lecture du lieu, économie du territoire et hiérarchie des moyens mis en œuvre, avec un langage épuré en béton apparent qui effectivement rend explicite l'hommage non seulement au principe, mais aussi au langage constructif de Snotzi. La seconde maison, terminée en 2009, densifie le même site en se fondant sur le toit de la première maison, réinterprétant avec un langage profondément renouvelé l'attention pour les caractères du lieu et pour les vues panoramiques. Mirko Dario Bonetti offre un témoignage intéressant en commentaire de cette petite maison à Pianezzo. Ils espèrent que l'architecture ne soit pas reconnue comme trop à la manière de Snotzi, préférant insister sur le fait, je les cite, que Luigi Snotzi a formé notre conscience critique et peut-être nous a fait architectes. Nous aussi cherchons à résister. Nous sommes heureux de nous souvenir des longues discussions avec lui, tard le soir, dans son bolide. Une belle discussion finissait avec une affirmation sèche et rapide de sa part, comme la conduite de sa voiture. Philippe Lehmann et Alain Fidanza s'inspirent la stratégie du contre-projet professée par Snotzi pour remettre en cause les directives d'aménagement concernant une friche industrielle à Fribourg. Ils revendiquent l'influence de l'enseignement de Snotzi sur la forme d'une expérience humaine et non seulement comme témoignage des architectures bâties. Je les cite, « Il est une source d'inspiration intarissable. La permanence de sa position d'homme et d'architecte en font un repère et un soutien, intellectuel et moral, qui nous accompagne tout au long de notre pratique professionnelle. » Antoine Hahn, Pont 12 architecte, présente le projet vainqueur pour le concours du Centre de congrès de Beaulieu, comme le résultat d'une démarche qui s'inspire elle aussi des contre-projets de Snotzi. Je le cite, « Au moment du concours, notre projet comportait un double risque, celui de proposer une tour au centre de Lausanne et de la placer en dehors du périmètre défini dans le concours. Ce risque, nous l'avons pris,
car c'est la meilleure réponse pour concentrer un programme dense tout en créant un espace public généreux. Ils affirment qu'à l'instar des projets de Snodsy, la tour de Beaulieu puise sa légitimité bien au-delà de son contexte immédiat. Pour Emmanuel Rey également, l'influence de l'enseignement de Snodsy n'est pas d'ordre stylistique, mais se traduit par un état d'esprit, je le cite, reconnaissant à la lecture du lieu une place centrale dans l'émergence du concept. Présent dans chaque projet, c'est sans doute lors de la transformation d'édifices existants que ce processus se manifeste le plus explicitement. Que garder, que transformer, que transposer, que créer. Pour terminer cette brève sélection d'exemples, je voudrais citer deux contributions d'anciens élèves un peu différentes. Dans la mesure où on ne prévoit pas la présentation d'une œuvre ou d'un projet, mais un témoignage directement lié à l'enseignement. La première est celle de Valérie Hortlieb, qui enseignait le dessin à la nouvelle faculté d'architecture d'Alghero, en même temps que Luigi Snodsy. Je la cite. Nous avions les mêmes étudiants de première année. L'apport de Luigi Snodsy se trouve indirectement dans de nombreuses pages de mon carnet de cours. Ces pages servent à montrer comment Le Corbusier insère toujours ses projets dans leur territoire, en représentant le site dans lequel il s'implante, mais aussi la nature lointaine, le profil des montagnes. Ce parallèle entre les projets de Snodsy et les dessins de Le Corbusier, ce qui confirme ainsi la valeur pédagogique des projets de Snodsy. La seconde contribution plus pédagogique est celle de qui présente le travail d'animation scolaire sur la base des maisons de Snodsy. On voit ça en bas à gauche. Et un contre-projet pour la place Saint-François à Lausanne. Guidetti Varela explique comment Luigi Snodsy a exercé une grande influence sur leur identité d'architecte, mais aussi sur l'identité de leur bureau, engagé sur le terrain de l'action politique et de la participation, en motivant une double conscience. Premièrement, je les cite, une conscience de la ville. L'architecture ne se limite pas à la façade, elle est en relation avec son contexte, donc avec la ville et le territoire. En second lieu, une conscience politique. L'architecture, la ville, le territoire ne sont pas que le fait des architectes. Les maîtres d'ouvrage, les politiques et en définitive la population ont tous un rôle à jouer et en sont responsables. Par ailleurs, les architectes ont une responsabilité qui dépasse celle du mandataire, une responsabilité citoyenne. À ce titre, le projet est un moyen de prendre position sur des questions de société. Il est intéressant à ce point de confronter cette exposition avec une précédente initiative née à l'occasion de la fin de l'enseignement de Snodsy et PFL en 1997. Il s'agit du livre Pour une école de temps en direction aux presses polytechniques universitaires romandes. Snodsy est intéressé à la publication d'un ouvrage consacré à son enseignement, et je proposais d'élargir ce domaine d'analyse pour intégrer de nombreux auteurs qui puissent se reconnaître dans cette hypothèse d'une école de tendance. Le sous-titre, Mélange offert à Luigi Snodsy, évoquait non seulement la tradition académique d'un recueil d'écrits de collègues et anciens élèves à l'occasion de la retraite d'un professeur, il devait aussi tenir compte d'un projet de Pierre von Meis de publier dans un livre surprise une série d'hommages à Snodsy. Le résultat fut de rassembler une trentaine de contributions fort hétérogènes d'architectes, de critiques et d'historiens importants, unis par une tension éthique commune. Certains écrivent directement sur le travail sur la personnalité de Snodsy, comme Alvaro Siza, Werner Höxlin, Tita Carloni, Flavio Guidotti, Kenneth Frampton, Patrick Berger et Jean-Pierre Nouveau, Roger Diner, Io Kunen, Livio Vacchini, Bernard Artinger, Inès Laminière et Patrick Devanteri. D'autres préférèrent proposer une contribution théorique à caractère plus général, inspirée par l'architecture ou par la pensée de Snodsy, comme Francesco Venezia, Giorgio Grassi, Vittorio Grigotti, Marianne Boccata et Christian Sumi, François Giraldo, Eduardo Sutomura, Bernardo Secchi, Maria Rita Nori, Yorgos Simoforidis, Wilfried Van, Hans Koloff, Walter Neuvel. Sur l'enseignement du projet, écrivirent directement Bernard Huette, Mario Borta, Christian Desvillers, Henri Siriani, Yves Lyon, alors que Sylvain Malfroy et Pierre von Meis apportaient une contribution plus spécifique sur l'enseignement de Snodsy à l'EPFL. De 1984 à 1997, plus de 1000 étudiants fréquentaient l'atelier Snodsy. Annuel dans les 3 premières années, l'atelier devint en 1987 semestriel, et malgré cela, la majeure partie des étudiants continua à fréquenter l'atelier pendant 2 semestres. Le nombre d'étudiants augmenta au cours des années, tout d'abord 35, 40, puis 50, pour arriver à 85 en 1993. Dans l'entretien qui introduit le livre intitulé « Pourquoi les architectes ?», Snodsy reconnut que son enseignement, fondé sur la transmission de sa propre expérience du projet,
correspondait à la conception traditionnelle de l'académie, de la Meisterklasse, dans lequel le maître transmet directement son savoir à ses disciples. Comment concilier cette conception née pour des groupes de 5 à 10 élèves avec des groupes de 60 à 80 étudiants? Snotzi répondit que ce système d'enseignement pouvait être maintenu à Lausanne dans une école qui n'était pas encore une vraie école de masse. Si la distribution des étudiants avait suivi la programmation, il était prévu que les classes aient de 20 à 25 étudiants. Et Snotzi répond, moi j'en avais 80, parce que d'autres professeurs se retrouvaient avec très peu d'étudiants. Avec 80 étudiants, j'ai dû obliger les étudiants à travailler en groupe de 2 ou 3 pour réduire le nombre des projets à corriger. J'ai donc travaillé un peu à la limite du système pédagogique de l'académie, devant inventer certains stratagèmes pour garantir de bons résultats. Avec la croissance du nombre des étudiants, augmenta l'équipe des assistants. Ce n'était que 2 la première année. Le jeune architecte grec Nikos Ktenas formait la Cooper Union et frais diplômé de la Cornell University, et l'architecte tessinois Sandro Cabrini. Dès la seconde année, entré dans l'équipe de Snotzi Jean-Paul Rayon, précédemment assistant de Pierre von Meis et des PFL, Orlando Pampou, qui avait déjà été assistant de Snotzi à l'ETH Zurich en 1973, et moi-même qui provenais de la rédaction de Pesabella sous la direction de Victor Rodrigo. En 1983, d'Oswald Matthias Ungers à Francfort et de Gregotti à Milan, alors qu'en 1987 entra le premier diplômé de Snotzi, Olivier Fazan-Magie, qui resta 10 ans, devenant peu à peu le pilier et le vétéran de la police Snotzi. Par la suite, à l'exception des architectes Daniel Ruggiero et Soltani El-Arabi, tous les autres assistants furent des anciens étudiants de Snotzi. Je les nomme dans l'ordre de leur entrée. Elisabeth Sternheim, Mona Trautmann, Mario Ferrari, Chiaverizza Canlu, Dominique Altiner, Anne-Catherine Javet, Nicolas Pham, Alain Fidanza, Stefano Mor, Isabelle Valazza. En tout, les anciens étudiants devenus assistants de Snotzi furent donc 11, et plusieurs d'entre eux sont logiquement présents dans cette exposition. Pour mesurer pleinement les effets d'enseignement de Snotzi sur la carrière professionnelle de ses étudiants, il faudrait toutefois prendre en compte également les activités comme stagiaires dans ses agences de Locarno et de Lausanne. En acceptant de prendre des étudiants lausannois comme stagiaires dans son agence, Snotzi contredisait sans doute un de ses aphorismes parmi les plus cités, mais aussi l'un des plus discutables, qui affirme « Le jour où les diplômés ne pourront plus être utilisés dans les agences d'architecture, l'école aura fait un grand pas en avant. » Dans sa contribution au livre de 1999 intitulé « Portrait du professeur », Pierre von Meis posa pour la première fois la question des effets de l'enseignement de Snotzi à partir de la lecture de l'œuvre de certains ex-élèves, auteurs de bâtiments considérés exemplaires, les invitant à accompagner la publication avec leurs commentaires et souvenirs. Les architectes cités par von Meis se retrouvent tous dans cette exposition de 2010. Philippe Bonnaud, Grenman et Patricia Capouaman, Ariane Wigmer et Nicolas Pham, Jacqueline Pittet et Blaise Tardin, Olivier Galetti et Claude Mater. De nouveau, leurs commentaires sur l'enseignement de Snotzi confirment le sens d'appartenance à une précise tendance architecturale qui s'affirme plus sur des principes éthiques que sur des choix esthétiques. Philippe Bonnaud, à partir du souvenir d'une leçon de Snotzi sur Max Frisch, affirme qu'à l'instar de l'aqueduc, dont le sens se renforce lorsqu'il est privé de sa fonction, la pensée de Luigi Snotzi survit et nous inspirera encore sous cette forme, peut-être au-delà même de l'exemple concret de son travail et de ses réalisations. Grenman et Patricia Capouaman déclarent que son enseignement nous a permis d'adopter une éthique non seulement vis-à-vis de l'architecture, mais une éthique également vis-à-vis du territoire, de son histoire, de notre société. Un enseignement loin de ce qui est convenu des courants et des modes, et qui nous a toujours aidés et nous aide dans notre propre recherche et démarche personnelle, de manière définitive et permanente. Un enseignement que l'on aimerait pouvoir enseigner. Enfin, nous avons pu résister à son enseignement de résistance. Olivier Galetti et Claude Mater déclarent les éléments d'un projet, à comprendre qu'une architecture ne peut jamais être parfaite, qu'elle peut en tout temps être remise en question, mais qu'il faut avoir le courage de ses idées, même face à... Snotzi n'a au fond jamais modifié sa méthode d'enseignement. Et cette extrême cohérence et constance pédagogique est directement liée à la cohérence et constance de son œuvre architecturale. Après avoir pris sa retraite de l'EPFL en 1997, Snotzi continue à enseigner intensément. À Trieste d'abord, à Zurich, à Alghero, où il continue aujourd'hui à enseigner. Ce croquis d'un étudiant de l'école d'architecture d'Alghero montre Snotzi, la cigarette au bout des doigts, le premier jour d'enseignement devant les étudiants de première année. L'école d'architecture ne forme pas les grands génies.
Ce n'est pas son but, affirme-t-il. Dans sa leçon inaugurale de 1984 à l'EPFL, Snotzi affirmait déjà que son rôle d'enseignant, plus que de former des architectes brillants qui sachent leur métier à la perfection, était de former des intellectuels critiques, qui est un sens éthique de la profession. Snotzi a effectivement toujours basé son enseignement du projet sur des fondements éthiques, mais aussi sur des principes de rationalité, liés en particulier à la lecture du site et du programme. Il présentait ses propres projets aux étudiants en insistant sur la valeur pédagogique de ces projets. Comme il le disait lui-même dans un aphorisme, plus qu'un instrument de transformation, le projet est un instrument de connaissance. Examinons quelques exemples. Le premier projet est un contre-projet pour le petit pont de Golino, de Lecento Valli, un projet de 1976. Comme membre de la commission cantonale des sites, Snotzi tenta par ce projet de bloquer la proposition du service des routes cantonales qui voulait reconstruire ce petit pont pour obtenir une solution plus fonctionnelle. Snotzi défendit avec ce contre-projet les valeurs du site et en particulier la présence d'une petite chapelle en tête de pont qui marquait de façon symbolique l'expérience de traverser la vallée. Le nouveau pont restait fort étroit, à voie unique, mais se redoublait avec une passerelle suspendue sous le tablier pour le passage des piétons. Snotzi défendait ainsi le principe que le parcours en automobile devait maintenir la compréhension des valeurs du paysage et qu'il était possible de ralentir au passage du pont, pour donner un sens à ce passage, même si cela devait sacrifier l'efficacité du trafic. Et Snotzi expliquait souvent ce projet à ses étudiants comme exemple de comment défendre comme architecte certaines valeurs symboliques ou anthropologiques face au mythe du progrès technologique. Le second projet était à nouveau un contre-projet, cette fois pour la gare de Zurich, un concours national, en 1978, avec Mario Botta. Il s'agit d'un des projets les plus efficaces pour cette stratégie que Kenneth Fronton a appelée de guérilla urbaine. Dans ce cas, le thème de l'agrandissement de la gare de tête existante fut affronté comme occasion de lecture du contexte urbain, avec une proposition hors concours qui déplaçait la nouvelle gare pour la situer en un lieu stratégique, comme un pont jeté sur les voies pour accompagner le parcours du fleuve Sile et pour réunir les quartiers jusque-là séparés. Par son alignement le long du fleuve, la nouvelle gare permettait de reconstruire la continuité du parcours public le long du quai. Et cette continuité était représentée symboliquement par la rangée d'arbres sur le toit de la gare. La maison Kallmann, 1974-76, plus que tout autre, représente de façon exemplaire la manière dont les architectures de Snotzi s'approprient un site en mesure des caractères topographiques spécifiques. Cette maison est entrée dans de nombreux répertoires et même devenue, comme on voit dans cette image de synthèse, un exercice de modélation numérique dans une école d'architecture américaine. Snotzi explique son projet comme une tentative de reconstruire l'identité géographique d'un terrain à forte pente situé à la périphérie de Locarno. Face au chaos visuel des maisons de vacances et des piscines qui ont défiguré la colline, Snotzi fonde la nouvelle architecture sur quelques fragiles traces de l'antique utilisation agricole. Quelques arbres, une petite terrasse, un minuscule torrent. Snotzi explique que le projet doit mettre en évidence les valeurs géographiques et cosmiques du site et les rendre significatives. Redonner signification au petit torrent, souligner la forme du terrain, mettre en relation harmonieuse les différents lieux de la maison avec le paysage. Snotzi attribue une importance particulière au parcours, qui permet à l'habitant de prendre possession du lieu graduellement, le site Snotzi, en exploitant toutes ses particularités. L'on parcourt un sentier qui suit une courbe de niveau et qui permet un premier contact avec le paysage circonstant. Un petit pont permet de franchir le torrent et de le mettre en évidence. On entre dans la maison, une étroite rampe d'escalier dans la pénombre suit le mur qui souligne la courbe de la colline et nous conduit à l'étage du séjour. Une grande baie vitrée laisse entrevoir au-delà des arbres l'étendue du lac. Du séjour part dans une nouvelle direction une longue terrasse établie sur les traces de l'ancien sentier agricole. La courbe de la colline qui guide les pas invite à sortir. Le contraste entre le mur court de soutènement de la colline, l'élément organique, et le mur droit de soutènement de la maison, l'élément rationnel, permet de rendre évidente la forme de la colline. La terrasse se conclut sur une pergola, située sur le lieu précis où la vallée s'ouvre sur le grand paysage lacustre. De ce point terminal du parcours, l'on découvre comme par enchantement tout le territoire que l'on domine, le lac et les montagnes, la ville et ses faubourgs. L'architecture a révélé la grande richesse de ce pauvre lopin de terre, maintenant transformé en un lieu riche de signification, où l'homme peut s'orienter et s'identifier.
Cette description de la maison Calmin comme dispositif de capture visuelle du paysage rappelle une célèbre séquence de Le Corbusier, dessinée en 1936, qui trace comme dans un film le processus du projet. Première image en haut à gauche. Ce roc à Rio de Janeiro est célèbre. Seconde image. Autour de lui se dressent des montagnes échevelées. La mer les baigne. Troisième image. Des palmiers, des bananiers. La splendeur tropicale anime le site. On s'arrête. On y installe son fauteuil. Dernière image en bas à droite. Un cadre tout autour. Les quatre obliques d'une perspective. La chambre est installée face au site. Le paysage entre tout entier dans la chambre. Snodzy utilisait ces projets comme instrument pédagogique, surtout à l'échelle de la ville et du territoire, comme le montre bien ce projet pour les PFL de 1988. Le département d'architecture se trouvait encore dans le quartier Sougar, la ville de Bourg, et son déménagement à Écublon était prévu depuis longtemps. Dès son arrivée, ce projet illustre l'intéressante hypothèse de lier de façon plus organique le campus d'Écublon et la ville de Lausanne en situant le nouveau département d'architecture dans les autres pôles du Flon et en utilisant le transport public TSOL comme présence de l'EPFL dans le territoire. Selon cette hypothèse, le département d'architecture aurait été associé à différentes fonctions publiques, comme un centre d'exposition et de conférences, pour former un lieu de représentation en ville des activités de recherche de l'EPFL. Cette hypothèse du département d'architecture au Flon fut expérimentée avec les étudiants comme thème de la thèse Snodzy l'année 1987-88. Et plus que tout autre projet territorial récent, le projet pour la Delta Métropolis hollandaise, un projet de 2001, montre clairement comment Snodzy entend attribuer une valeur pédagogique à la forme architecturale. Comme Snodzy lui-même l'a expliqué dans sa conférence du 30 septembre, à la complexité des problèmes de la transformation territoriale répond le geste formel, simple et élémentaire d'un grand cercle qui unit les différentes villes de la Randstad hollandaise. Snodzy interprète littéralement le sens du mot Randstad, qui signifie ville-anneau. Et ce nouvel anneau parfaitement circulaire se configure comme un système de transport ferroviaire à grande vitesse qui définit physiquement les limites de l'expansion urbaine. Dans ce geste élémentaire de circonscription, Snodzy entend répondre de façon radicale, voire polémique, au thème contemporain de la diffusion urbaine, de la mégalopole, en affirmant les principes archétypiques de la claire délimitation entre un intérieur, le centre géographique de la Hollande qui devient un grand parc, et un extérieur constitué par le système des villes existantes. Le cercle fixe une claire limite qui devient progressivement toujours plus claire au fur et à mesure de la croissance dans le temps, une croissance contrôlée et formalisée. S'agit-il d'un projet utopique ou d'un projet réaliste? Snodzy répondrait qu'il s'agit du plus réaliste des projets, car il se fonde entièrement sur le projet architectural d'un viaduc ferroviaire que l'on peut projeter dans ses moindres détails, dont on peut calculer les coûts, etc., etc. Ce qui m'intéresse, c'est la valeur pédagogique de ce projet. Une valeur qui nous sert comme instrument de connaissance. Par l'importance qu'il accorde à l'idée d'un centre vide, ce projet me rappelle un autre projet à caractère utopique, proposé en 1979 aux étudiants de l'école d'architecture de Braunschweig. Le thème était la reconstruction de la ville après les destructions de la guerre, et Snodzy proposait de libérer tout le centre de la ville détruite pour créer un immense champ de ruines, comme une Pompéi moderne, formant un monument de la guerre, utilisant les matières de la ville détruite pour construire de nouveaux murs au-delà desquels aurait pu croître la ville moderne. La valeur pédagogique de ce projet a été décrite de façon admirable par Werner Lutzlin. Je le cite. Snodzy fit subir une thérapie de choc aux étudiants d'architecture qui avaient avant tout éveillé en lui l'impression d'un conformisme terne. Radicalité et provocation étaient indispensables. Ceci devait ouvrir les yeux des étudiants sur les tâches et les problèmes primordiaux de l'architecture et éveiller chez eux une idée nettement plus féconde. Il s'agit là d'un processus inhabituel. Invité à Braunschweig, Snodzy proposa d'entrée de jeu la même de manière radicale et rigide. Il exige la même chose de ses étudiants en toute connaissance de cause, puisque c'est le seul moyen d'aboutir à une véritable créativité. Tabula rasa, mais nullement au sens de la refus d'histoire, bien au contraire. Avec son exercice quasiment cynique, il a donné un peu de champ à ses étudiants frappés de myopie, ouvrant ainsi leur regard sur les problèmes véritables que pose le thème de la ville. Ouvrir les yeux aux étudiants, ouvrir leur regard sur les problèmes véritables.
Le Corbusier aussi avait dénoncé avec virulence sur les pages de Verne Architecture les yeux qui ne voient pas, des architectes, invitant ces messieurs des architectes à découvrir les beautés de la technique moderne, les paquebots, les avions, les autos. En 1925, il dédia à Voisin, constructeur d'avions et d'autos, son célèbre plan pour la reconstruction du centre de Paris. Utopie ou réalité? Disons ce qu'en dit Le Corbusier. Je voudrais que le lecteur puisse, par un effort de son imagination, concevoir ce qu'est ce type neuf de ville en hauteur, qu'il imagine que tout ce grouillement accroché jusqu'ici sur le sol comme une croûte aride est raclé, enlevé et remplacé par des cristaux purs de verre, montant à 200 mètres de hauteur et à grande distance les uns des autres. Cette ville qui, rampante jusqu'ici, se dresse d'un coup dans l'ordre le plus naturel, dépasse momentanément notre imagination limitée par les accoutumances séculaires. Par son extrême brutalité, le plan Voisin semble faire table rase de Paris, mais Le Corbusier insistait dans sa présentation sur l'idée de continuer l'histoire de Paris. Le Corbusier dit « Si l'on regarde le plan Voisin de Paris, on y voit à l'ouest et au sud-ouest les grands tracés de Louis XIV, Louis XV, Napoléon, les Invalides, les Tuileries, la Concorde, le Champ de Mars, l'Étoile. On y mesure la création, l'esprit qui a dominé, qui a maté la cohue. La nouvelle cité d'affaires n'y apparaît pas tradition et de suivre une progression normale. Utopie ou réalité? Par sa représentation d'une opposition brutale entre la ville historique et la ville contemporaine, Le Corbusier pensait avant tout à la valeur pédagogique de son projet, que nous ne pouvons donc pas considérer comme l'image d'une ville réelle. Même si Le Corbusier chercha pendant encore près de 40 ans à imposer sa vision moderniste pour le centre de Paris, il était fort lucide sur la nature de sa proposition, qu'il décrivit dans les termes suivants. Le plan Voisin n'a pas la prétention d'apporter la solution exacte au cas du centre de Paris, mais il peut servir à élever la discussion à un niveau conforme à l'époque et à poser le problème à une saine échelle. Il oppose ces principes à l'imbroglio des petites réformes dont nous illusionnons nos esprits au jour le jour. Si les grands projets territoriaux de Snodzy, bien que non réalisés, ont assumé une grande valeur pédagogique dans le fait d'accroître notre lucidité dans la compréhension des phénomènes contemporains de transformation urbaine et territoriale, l'expérience de Monte Carasso représente en revanche une source vivante d'enseignement par le fait d'associer de façon unique expérimentation architecturale et politique. Unique en premier lieu fut l'exceptionnelle durée temporelle de cette expérience. Quand Luigi Snodzy fut contacté en 1979 par les autorités communales, jamais il n'aurait imaginé trouver dans cette toute petite communauté un terrain aussi fertile, au point de lui permettre de travailler pendant plus de 30 ans aux côtés de l'infatigable maire Flavio Guidotti. Comme il l'avait déjà fait dans de nombreux projets de concours, en appliquant la stratégie du contre-projet, Snodzy commençait à Monte Carasso par un non. Non au plan d'urbanisme à peine approuvé par les autorités, non à l'hypothèse d'implantation de la nouvelle école, à laquelle il opposa son premier croquis pour le centre autour de l'ancien couvent. La commune de Monte Carasso accepta de remettre en discussion des décisions déjà prises grâce à deux conditions: l'extrême clarté pédagogique de l'idée alternative de Snodzy et un grand courage politique. Pédagogie du projet et courage politique. Le fait que Monte Carasso ait vu se construire patiemment un rapport de confiance entre un architecte, un homme politique et une population représente un cas tout à fait unique où une architecture apparemment d'avant-garde parvient à pénétrer profondément dans un tissu social. Le travail de Snodzy à Monte Carasso apparaît unique dans le fait d'avoir associé longue durée, lenteur, patience et constance dans le travail du projet. Une politique de transformation urbanistique lieu après lieu, comme la construction d'un puzzle territorial, dans lequel s'inscrit chaque maison, chaque infrastructure et chaque petite intervention, y compris les plus modestes. En automne 2008, Luigi Snodzy et Flavio Guidotti m'invitèrent à faire une proposition pour fêter en 2009 le 30e anniversaire du plan de Monte Carasso. Je pensais qu'une exposition ou un livre n'aurait pas été suffisant en raison de la relative inflation des productions qui avaient contribué à la positive réception critique du projet Monte Carasso. Il était donc nécessaire de renouveler profondément le point de vue critique. Depuis longtemps, j'étais fasciné par une dimension profondément politique de l'expérience de Monte Carasso, par le fait qu'une position radicale comme celle de Snodzy ait pu pénétrer si profondément dans un tissu d'une toute petite communauté, et que les caractères apparemment les plus modernes de l'architecture, comme le toit plat ou le béton brut, aient pu être pacifiquement acceptés par une population tessinoise traditionnellement conservatrice.
Pour fêter dignement les 30 ans du plan de Monte-Carasso, je proposais donc de donner voix à une pluralité d'opinions et de témoignages, de façon à vérifier si effectivement la vision architecturale et politique de Snozzi avait pénétré dans le tissu social de la communauté. La commune accepta de produire une archive vidéo et un film sous la direction du cinéaste turinois Alberto Mormon, qui fut le résultat d'un travail de recherche collective qui documenta les principales manifestations durant l'année des célébrations de Monte-Carasso, mais surtout qui recueillit plus de 30 heures de témoignages de citoyens, architectes, hommes politiques, enfants et intellectuels. Traditionnellement, la critique architecturale a comme objet la confrontation entre l'œuvre réalisée, son contexte de production et l'intentionnalité de son auteur. Dans le cas de Monte-Carasso et Snozzi, le facteur temps a profondément modifié la relation entre l'architecte, le lieu et la communauté des habitants, et le support du film pouvait permettre de construire une narration temporelle des transformations architecturales urbaines. Même s'il s'agissait d'une toute petite communauté, Monte-Carasso offrait donc l'occasion de déplacer l'objet de la critique architecturale, abandonnant le simple bâtiment pour s'intéresser au contexte général, au tissu social, au paysage physique et communautaire. Il est intéressant de citer certains témoignages des habitants de Monte-Carasso qui nous permettent de mesurer combien les enseignements architecturaux de Snozzi ont pénétré profondément dans le tissu social. À Monte-Carasso, les enfants, par exemple, dessinent des maisons à 3 plats et non plus les traditionnels toits à 2 plats. De nombreux petits propriétaires sont reconnaissants à Snozzi de leur avoir offert une possibilité refusée par les règlements constructifs des autres communes tessinoises. Natalino Morisoli, un des premiers clients de Snozzi à Monte-Carasso, affirme avoir été séduit avant tout par la façon de construire de Snozzi, par son respect du territoire, qui est un peu celui d'un paysan d'autrefois. Marianne Guidotti, autre client de Luigi Snozzi, reconnaît dans la façon radicale et un peu rigide d'intervenir de Snozzi la finalité de donner qualité aux espaces pour créer les justes tensions. La force de Snozzi est de faire comprendre qu'une maison n'est pas seulement un fait privé, mais aussi un fait public qui contribue à construire tout le tissu urbain. Plus que tout autre bâtiment de Monte-Carasso, la maison du maire démontre ce postulat. Sa dimension publique provient de sa forme architecturale, une petite tour de 4 étages qui marque comme un phare un lieu stratégique le long de la route de ceinture. Construite en dérogation des normes urbanistiques du village, qui prescrivent une hauteur maximale de 3 étages, la maison du maire illustre comment la construction d'une exception apparaît légitime dans certains contextes particuliers. Le choix du type de la tour se justifie non seulement en raison de la nécessité de marquer avec force un point stratégique pour la compréhension de l'ensemble du plan urbanistique, mais aussi et surtout à cause de la présence d'une petite vigne qui est ainsi revalorisée et protégée par une nouvelle architecture. Ce projet correspondait bien à la stratégie de planification ouverte et flexible mise en place par Snozzi, qui entendait vérifier lieu après lieu la relation entre la solution particulière du projet architectural et la règle générale prévue par la norme urbanistique. Artisan décisif du soutien politique au projet Monte-Carasso, le maire Flavio Guidotti n'éprouve aucun embarras à avoir bénéficié dans sa propre maison de la possibilité de construire en dérogation des normes générales. Avec candeur et modestie, il affirme que tout s'est passé de façon un peu hasardeuse. Je le cite. Le fait que mon père ait été propriétaire de ce terrain, que j'entre en contact avec Luigi, que cette collaboration ait duré 30 ans, est peut-être aussi le fruit du hasard. En vérité, quand je compare 2 photographies du même lieu, à distance de 30 ans, je me rends compte que nous ne sommes pas restés endormis. Probablement, croire en ce projet était la seule raison pour laquelle j'ai pu résister et faire tout cela, loin de toute ambition personnelle. Merci donc à mes concitoyens qui m'ont offert cette possibilité, et j'espère qu'ils ne me maudissent pas pour cela. Le fait qu'un homme politique ait défendu avec constance et passion pendant 30 ans un tel projet est sans doute ce qui étonne le plus les nombreux architectes qui viennent en visite à Monte-Carasso. Aurelio Galfetti affirme que l'essence de Monte-Carasso se trouve dans cette rencontre entre un architecte et un homme politique, ce qui représente une expérience presque unique. J'ai moi-même eu la chance au Tessin de pouvoir vivre une expérience de ce type avec l'ancien maire de Bellinzone, à partir de la rencontre d'un architecte et d'un homme politique. Je pense qu'il s'agit d'une condition presque indispensable pour réussir à sortir du privé. Snozzi a réussi à donner une dimension publique à toutes les interventions de Monte-Carasso. Guillermo Vazquez Consuegra, qui a eu l'occasion de revoir Monte-Carasso 20 ans après sa première visite, constate que peu à peu se forme une vraie petite ville, construite de différents morceaux. Si Luigi Snozzi a eu la chance de pouvoir travailler dans le même territoire pendant autant d'années, cela est possible seulement
dans des conditions historiques tout à fait particulières. Gabriele Basilico, qui avait consacré en 1996, à l'occasion de la Biennale de Venise, un portrait photographique à Monte Carasso, interprété comme paysage et non comme un petit musée d'architecture, revint en 2009 à l'occasion des célébrations et constata que l'aspect le plus incroyable de Monte Carasso, je le cite, est que Snozzi parvient à produire des innovations fortes, par exemple la nouvelle aile de l'école, qui sont absorbées par le paysage. La référence forte est donc toujours le paysage, le lieu. Un peu comme dans certains lieux du passé. Il est plus facile de penser à la tradition, à un tissu consolidé, car je pense que l'outil s'intéresse avant tout au tissu, dans lequel le geste architectural n'a pas de raison d'être. Vittorio Gregotti compare la figure de Snozzi à celle du médecin de campagne, qui représentait autrefois une figure sociale importante. Je le cite, « Je pense que Luigi Snozzi Monte Carasso a exercé le rôle d'un architecte de campagne qui a conduit son action pendant un grand nombre d'années avec une cohérence absolument extraordinaire. Le monde change, se transforme, et lui interprète ces transformations toujours selon le point de vue du lieu où il travaille, ce qui est déjà en soi une chose fantastique. Mais en plus, cette cohérence était reconnue par la population locale. Le fait qu'un petit village ait réussi à s'engager aussi longtemps dans une très longue transformation, toujours fidèle à son projet, est un cas exemplaire, tout à fait rare, qui peut être impossible à répéter aujourd'hui. Monte Carasso représente tout le contraire de ce qui se passe dans le monde. La fidélité, l'idée que l'architecte soit en rapport avec une société qu'il cherche de convaincre et d'interpréter. Et ceci fait de Snozzi, outre le fait d'être un médecin de campagne et donc un architecte de campagne, un architecte très résistant. Plus que tout autre lieu, l'ex-couvent de Monte Carasso est devenu aujourd'hui la place du village, le lieu de l'identité. Depuis 1994, Snozzi organise chaque été un séminaire international de projet auquel participent une trentaine d'étudiants. Les thèmes du projet sont directement liés à la transformation de Monte Carasso à différentes échelles. Le couvent de Monte Carasso devient ainsi chaque été un grand atelier d'architecture qui rappelle comme espace un fameux atelier. Snozzi avait depuis longtemps l'idée de fonder sa propre école d'architecture au Tessin. Après la fondation de l'Accademia de Mendrisio par Mario Botta, la création du séminaire d'été à Monte Carasso lui permit de créer un lien entre l'enseignement et son expérience de projet en ce lieu. Par les thèmes fort concrets proposés aux étudiants, Snozzi défend une conception encore très artisanale du travail de l'architecte. Je le cite, « Je pense que mon actualité est de résister en restant sur un plan apparemment très conservateur. Face à la question de former des architectes qui puissent avoir plus de poids dans la société, qui puissent unir leurs forces pour combattre le désintérêt actuel de la société pour l'architecture, Snozzi répond qu'il faudrait faire toute une lutte politique et culturelle pour réussir à imposer des architectes de qualité dans les postes de commande de l'État. Si vous demandez à Snozzi quel rôle peut exercer aujourd'hui l'architecte au sein d'équipes élargies, multidisciplinaires, pour répondre à des thèmes de projets complexes, à l'ingénieur qui eux aussi affirment qu'ils font des projets, le seul spécialiste de la mise en forme du projet devrait être toujours et encore l'architecte. Dans ce contexte, la responsabilité de l'architecte devient aussi celle de pousser les autres spécialistes à acquérir une conscience architecturale et que pour obtenir cela, il faut que l'architecte ait déjà une formation très robuste. Pour terminer, mais en même temps pour introduire au dialogue final avec Luigi Snozzi, je vous invite à l'écouter dans la critique finale d'un projet lors du dernier séminaire de Monte Carasso. Très bas. Donc il y a cette division. Puis quand on regarde la maquette, j'irai te tuer. C'est pas possible. C'est pas possible. Arranger une maquette pareille sur le plan de cette carte. Impossible. Ça, c'est vraiment le massacre de tout ce que tu as fait. C'est massacrer le projet que vous m'avez dit à la fin, non? J'avais déjà dit. Oui, je comprends que tu ne voulais pas l'apporter. Parce qu'effectivement, c'est impossible qu'un projet si nucléaire, il devient cette espèce de genre compoï de toute l'architecture du monde antique. Première réaction. Mais en soi, comme idée initiale, elle me semble claire. Non? Claire avec ce devis, tout seul.
maison rectangulaire. Celle-là est plus complexe. Elle est intéressante aussi comme maison parce qu'elle cherche de définir mieux la rue là. Non? Donc, elle prend ce bâtiment qui est là et le prolonge là. Non? Et là, elle fait un angle précis avec celle-là. Ça veut dire que la route là, elle est mise en clair. Et donc, son bâtiment, à différence de celui-là, c'est un bâtiment ici qui ferme là et il continue de ce côté-là et lui, il a une cour à l'intérieur, non? Là. Et puis, même ce projet-là, il a déjà travaillé assez, mais son problème, c'est il est compliqué comme un fou celui-là. Il complique les choses dans une manière infernale. Et il faut dire qu'aujourd'hui, on voit déjà un projet bien, bien travaillé, non? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Il faut dire que ce soir, tu m'as fait un grand cadeau. Tu m'as fait connaître un architecte extraordinaire que j'ai jamais connu, non? Donc moi, je ne me sens pas, moi, non, présent là-dedans. Je vais raconter, mais il se raconte, il est magnifique. Non? Alors, je te remercie pour ça. Tu m'as fait connaître un architecte aujourd'hui que moi je ne connaissais pas. Non? Et je trouve que c'est un architecte formidable, magnifique. Non? Mieux que ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Pas seulement. Et on a connu aussi un maire merveilleux. Et de ces maires merveilleux n'existent pas en Europe. Mais il y en a un, tu m'as montré à Monte Carasso, il existe un. Et je trouve ça tout super. Non? Donc tu m'as fait un grand cadeau. J'ai fait un saut en avant, non, de ce soir. Et j'aimerais aller le trouver, ce monsieur-là. Peut-être ça peut arriver quelque chose. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte encore? Utopie ou réalité? Réalisme total, là. Là, c'est la vraie réalité. Oui, pas l'utopie. Moi, j'ai jamais... On me dit que les projets sont utopiques et comme ça. Moi, dans toute ma vie, j'ai jamais fait un seul projet dans ma vie où j'ai pensé de faire une utopie. J'ai toujours pensé de faire un projet réel. Tous mes projets sont très réalistes. Ils sont très réalistes à tout niveau. On peut tous les fabriquer le jour après, non? Du point de vue de coût, du point de vue des idées, etc. Seulement que les gens d'aujourd'hui ne le veulent pas. Et ça, c'est pas ma faute. Ah, Braunschweig. Non. Braunschweig, c'est une exception. C'est une exception parce que c'est un exercice, non? Et effectivement, c'était une exception parce que Braunschweig, elle a été déjà, non, refait. Mal, mais elle a été déjà refait. Et donc, c'était une occasion seulement pour donner aux étudiants. Mon idée, c'était, j'avais connu ces étudiants-là de Braunschweig, et aucun des étudiants, ils connaissaient la forme de leur ville. Vous avez vu, c'est une ville, non, comme une étoile, non? Une ville fermée par les murs baroques. Et moi, je voulais, au moins, l'idée, c'était de les forcer à connaître leur ville, la forme de leur ville. Et puis, c'est passé ce qui s'est passé, non? Le professeur le refusait, l'Angleterre, parce qu'il disait qu'en Allemagne, il y a les écoles de planification. Moi, je ne sais pas ce qu'on fait dans les écoles de planification. Il y en a aussi à Guéro, non? C'est une école qui a la planification, mais je ne sais pas ce qu'ils font. Non? Moi, je n'ai jamais divisé planification d'architecture. Je ne suis pas capable, non? Je ne réussis pas. Et donc, je fais comme ça. Les écoles divisent, non? Et puis, le pauvre architecte, il ne peut pas faire l'architecture parce qu'il y a la planification. Qu'est-ce que je veux faire? Je voulais un commentaire sur l'exposition. Est-ce que, pour toi, les architectes qui exposent l'exposition sont partisans? Je pense qu'en général, je peux dire que oui. Oui. Moi, je trouve beaucoup de choses non, dans ces projets-là. Moi, j'avais une grande difficulté quand Cyril Veillon il est venu dans mon bureau et il m'avait
proposé cette exposition, je me rappelle, non? Et il avait même des projets avec lui, non? Et quand j'ai vu, non, qu'est-ce qu'il il voulait faire, je lui ai dit non, impossible. Non. C'est pas possible de faire une exposition, non, avec maître et élève, une exposition sur l'instruction, sur l'éducation, non, des étudiants, c'est pas possible. On peut faire des soirées, on peut parler avec les étudiants, mais on ne peut pas faire une exposition. Pour moi, c'était exclu. Et puis, peu à peu, il m'a convaincu. Non, il m'a convaincu quand même, parce qu'à la fin, non, on a des projets qui sont exposés que je n'ai pas choisis. Le choix n'a pas été fait par moi. Ce sont des étudiants, non, qui se sont annoncés, ils ont exposé leurs choses. Et moi, je vois personnellement aucun de ces projets qui n'a pas un signe, non, qui donne une... Et on l'a vu ce soir dans ton exposition que tu as fait, comment ces projets-là, quand même, ils portent des éléments de mon enseignement, sûrement. Donc, il y a là. Heureusement, ils sont différents de moi. Non? Et c'est ça que j'espérais. Moi, j'avais toujours peur d'avoir des étudiants qui t'imitent, non? Qui font les maisons comme... et ça, c'est embêtant. Hein? Moi, il n'y a pas les snottini. Il y a les bottini, oui. Mais les snottini, il n'y en a pas. Ça, sûr, oui. Est-ce que quelqu'un veut poser une question de la salle? Vincent Monclar. Pas de question difficile. Hein? Non, c'est pas une question difficile. D'abord, c'est pas une question. J'aimerais dire quelque chose de la qualité de l'intervention de Creuset ce soir. C'est tellement bien dans l'ensemble de ce cycle d'avoir fait le travail qu'il a fait, pour en quelque sorte un peu mettre à plat depuis le début. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça marche comment? C'est qui? Ça fonctionne comme ça? Tac, 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 tac. Et bien sûr, insensiblement, mais ça c'est toute sa belle qualité, insensiblement, il a fait intervenir toute une série de dimensions critiques, toute une série d'analyses, tout ce qui, dans le fond, a donné consistance à ce cycle de conférences. Je veux dire, il n'est pas terminé, je ne veux pas anticiper sur ce qui va encore se passer. Mais à ce stade-là, disons, de l'exercice, difficile en soi, c'est un très beau moment. Je souhaitais simplement le dire avec un petit regret. Maintenant, c'est à Pierre-Alain que je m'adresse. Que reste-t-il dans ton travail, et notamment dans ton travail d'enseignement, de la leçon de Luigi? Alors merci pour la question, parce que si je devais dire un seul mot de ce que je dis toujours à mes étudiants, que j'ai appris de Luigi, qui est fondamental, c'est utiliser la gomme plutôt que le crayon. Et quand un projet est apparemment fini d'un étudiant, je pose la question, qu'est-ce qu'on peut enlever? Et ça, d'un point de vue pédagogique, c'est extraordinaire. Je l'ai vérifié partout. J'ai vérifié aux États-Unis, j'ai vérifié en Italie, j'ai vérifié en Autriche. Le fait qu'effectivement, dans la pédagogie, d'enseigner à enlever quelque chose. Ça, c'est pour dire la chose la plus importante. Il y a bien d'autres aspects aussi qui sont importants. Je pense que dans mon propre enseignement reste fondamental les valeurs de hiérarchie, c'est le fait qu'une mauvaise architecture au sens d'un bâtiment qui n'est pas terrible, on peut toujours le démolir et on peut en faire un autre. Mais si le projet urbain, le rapport de l'objet au paysage ou à la ville est moche et modifié, quand on a détruit le paysage ou la ville, on ne peut pas la reconstruire. Donc, au point de vue des valeurs de hiérarchie, l'enseignement, ça reste un enseignement extrêmement important. Et je dirais que, j'enseigne à l'école polytechnique de Turin, que cette dimension de l'enseignement de Snozzi est encore présente dans des écoles italiennes. Je ne sais pas lui dire ce qu'il en pense au niveau d'Alghero, qui est une école récente, donc une école de nouvelle fondation. Dans plusieurs écoles, je pense notamment à l'école de Venise, il y a encore cette attention au site, au rapport au contexte, qui n'est pas un rapport ni mimétique ni déductif.
si on évolue tous, même si les langages évoluent, les questions architecturales évoluent, mais il y a une constante. Et par rapport à ce que tu disais, je tenais beaucoup ce soir à faire un peu cette histoire critique. Et une constatation que je fais de plus en plus, c'est que malheureusement, les écoles d'architecture, comme en général les universités, ont tendance à l'amnésie. Donc une réflexion critique sur ses propres traditions est quelque chose de très important. Quand on avait fait le livre de 1999 pour une école de tendance, c'était le sens de laisser aussi une trace qui ne soit pas liée seulement à l'enseignement, mais une trace plus grande. Le livre, malheureusement, a été mis au pilon. Moi, j'en ai racheté 50 exemplaires à 2 francs pièce. Parce que les presses polytechniques, c'est un livre qu'on $50. Il a acquis de la valeur et malheureusement, les presses polytechniques ont dû le pilonner. Non, mais il y a encore des exemplaires qu'on a Beaucoup gardés d'exemplaires, on s'en rassure. qui sont à la librairie La Fontaine. Il y en a encore une centaine. Hein. Très bien. Je ne veux pas accaparer le micro, mais j'ai pensé en t'écoutant encore à une chose. Sûrement pas intentionnellement, mais tu as laissé de côté l'enseignement de Snodzy à travers sa participation dans les jurys de concours d'architecture si importantes. Les multiples manières dont Luigi a enseigné, et celle-là, tu peux nous en dire deux mots? Bah, je céderai la parole à Luigi, parce que c'est clair que c'est une dimension très importante. Sa présence dans les jurys, à partir d'une pratique et sélection du projet, de chercher le projet qui le mieux déplace la question. Je n'ai pas compris la question. Donc je ne peux pas répondre. Non, Ouais. je serais. Quelle est la question? Il y a une part de ton enseignement importante dans ton activité dans les jurys de concours. Dans les jurys du concours. Non, le problème, je pourrais répondre, je prends un peu le détour, non? Ça veut dire que si jusqu'à il y a une dizaine d'années, je participais encore au jury, aujourd'hui, je cherche à refuser tout jury, parce que ce n'est plus possible de parler dans un jury. Donc, on ne se comprend plus. Voilà. Ça, c'est le grand problème d'aujourd'hui dans les jurys. Il y en a une encore, que c'est resté, c'est à Monte-Carlo, non? Mais c'est là pour une autre raison, non? Autre raison parce que j'aimerais qu'à Monte-Carlo naisse une tour faite par mon ami Palomé de Zarocha. C'est pour ça que j'ai accepté là. Mais en tout cas, sinon, je ne participe plus à ces jurys parce que, comme j'ai dit, aujourd'hui c'est difficile le dialogue entre architectes. On parle de tout sauf d'architecture. On parle de tout. Et donc c'est le grand problème. Et dans les jurys, j'ai toujours tenté de faire passer certaines. Donc, quelquefois c'était possible. Moi, je me rappelle que, si je pense aux années 70, 80, j'ai renversé même des jurys complètes, que jusqu'au dernier moment, un projet qui était exclu de tout, il devenait premier prix. Je suis arrivé aussi à faire ça. Mais aujourd'hui, ça c'est impossible. Ça c'est impossible. Le jugement, ça vient sur des questions que moi je ne comprends pas. Je ne comprends plus. Je suis trop vieux aussi. Donc c'est pour ça que les architectes de sécurité sont difficiles à comprendre. J'espère qu'au moins mes étudiants qui sont là à l'exposition, cela, je pourrais encore les comprendre. Mais sinon, difficile. Salzbourg. Geschäftsbeirat de Salzbourg. Dire quelques mots sur le Geschäftsbeirat de Salzbourg. Sur ce qu'on a fait à Salzbourg. Oui, je pourrais dire quelque chose que Fomais a fait à Salzbourg, moi j'ai rien fait. Non. J'ai accepté, c'était une espèce d'expertise, non, sur les qualités ou pas de cette école, non, si l'école était bien, pas bien, l'école d'architecture. Non, Salzbourg. Ah, ça, excuse-moi, je pensais à Strasbourg. J'ai raté. Salzbourg, l'expérience de Salzbourg. Oui. Donc là, il faut dire de nouveau, l'avantage dit qu'il y avait à Salzbourg un politicien magnifique. Il faut dire que dans toute ma vie, les partis des Verts, non,
ceux qui pensent au paysage, non, toute la journée, sont mes plus grands ennemis, non, que j'ai toujours eu. Donc, les Verts sont mes ennemis. Mais lui, il était le chef des Verts, non, Vogelhuber, il s'appelait. Et aujourd'hui, il est, comment on dit, il est dans l'Europe unie, non, c'est un des grands parlementaires, non, de l'Europe unie, ce monsieur. Et il faut dire que là, c'était il m'a appelé, je me rappelle qu'il y avait comme directeur, comme président, lui, il y avait Gino Valle, aussi un autre architecte très intéressant. Et ce Vogelhuber, que je ne connaissais pas, il m'a demandé si je voulais aller dans cette commission, mais il voulait que j'étais président de la commission. Non? Et il m'a dit simplement que moi, je devais dire tout ce que je pensais, qu'il ne me donnait aucune limite, je pouvais faire ce que je voulais, assurer ça. Et donc j'ai accepté. Et donc c'était des séances très intéressantes parce qu'on commençait le soir, non, l'après-midi, on finissait le soir tard, minuit, 11h, minuit, et après minuit, on était dans les cabarets avec les jeunes filles blondes, là, comment on dit, les stripteuses, comme ça. C'est super, on passait toute la nuit jusqu'au matin avec champagne, etc. Puis on recommençait le jour après. On était des grands travailleurs. Et c'était super. Mais là, effectivement, à Strasbourg, c'est sorti des choses. Hein. On a réussi à faire même des bâtiments à des Suisses, comme Zedine, il a bâti à Strasbourg. Il y a eu beaucoup de concours, Aldo Rossi, non? Il y a eu des concours. Il y a eu divers concours. Et là, Alder, oui, aussi. Mais il faut dire que là j'étais assez écouté. Hein. Il m'écoutait. Et effectivement, on réussissait à faire comprendre aux architectes, donc, le problème du rapport, donc, de leur projet vis-à-vis de la ville. C'était toujours le thème central. Et ça, on a réussi à faire beaucoup. Hein. C'était une expérience très positive pour moi. Positive. Parce qu'en général, dans les commissions, ça va toujours mal, non? C'est difficile, une commission qui va bien. Je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à la question de Vincent Manja. Je n'ai pas parlé des concours, de cette valeur pédagogique, de l'engagement de se lancer dans les concours. C'est pour une question de temps, parce qu'effectivement, c'est déjà difficile de rester dans un temps limité pour mettre ensemble l'enseignement, l'œuvre, le travail, disons, ces étudiants, le travail des architectes. Ariane Widmer, qui travaille aussi pour le canton, différents de ces très bons architectes, ont parfois limité ou même parfois renoncé à leur œuvre architecturale pour s'engager dans ça. Et ça, c'est un message très important, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est important que les architectes, ou les bons architectes, ne soient pas seulement des personnes qui construisent, qui projettent, qui construisent, mais il y a aussi un engagement dans le projet, au niveau de la commande, et également au niveau de l'enseignement. Ça reste deux aspects très, très importants. Moi, je pense que le but de mon enseignement, c'est de faire comprendre que, au fond, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'architectes bien que dans le passé. On a des centaines, des architectes formidables. Donc, les écoles, c'est pas ça qui doit préparer, non. Il y en a assez de ces bons architectes. Pour moi, la jeunesse, la nouvelle génération devrait s'occuper de faire quoi? Finalement, de réussir à décrire, ou à concevoir quels sont les règlements, pour construire la ville soit nommée démocratique. Parce que la démocratie, c'est certainement la forme d'État la plus évolue que l'homme a réussi à comprendre, mais elle a un gros vide. Qu'est-ce que c'est? Qu'elle n'est pas capable d'avoir une idée de sa propre ville. Tous les autres formes d'État, la monarchie, etc., dans le Moyen-Âge, la Renaissance, etc., toujours, ils ont eu une idée très précise de leur ville.
Si je pense par exemple à Paris de Haussmann, non, elle répondait très bien à la société de ce moment-là, non? Très bien. La seule société qui n'est pas capable d'avoir une idée de ce bon ville, c'est la démocratie. Donc il y a là un trou à remplir, non? Et seulement ce seront les nouvelles générations qui doivent remplir ce vide. Sinon la démocratie ne marche pas bien. Moi, jusqu'à quand ce trou ne sera pas rempli, je ne serai jamais un démocrate très engagé. Je pense à tout former un lieu pour les gens où ils peuvent bien vivre. Et ça, la démocratie n'est pas capable. Jusqu'à aujourd'hui, elle a démontré sa incapacité d'arriver là. Donc, je crois que ce sont les nouvelles générations qui doivent se donner la peine, finalement, de chercher les solutions, quels sont les nouveaux règlements, quelle est la nouvelle ville de la démocratie. C'est pour moi ça le plus vrai de tout enseignement. Donc ça m'intéresse moins l'architecte élégant qui sait faire des jolies façades, ça m'intéresse très peu. Ça m'intéresse l'autre aspect. Et tout mon enseignement était derrière, il y avait toujours ce but. Ce but. Alors moi, je voudrais poser une question ou susciter des questions dans la salle. Est-ce qu'un ancien étudiant ou ancien assistant de Luigi Snozzi veut prendre la parole, poser une question? On se sent, j'ai posé moi-même la question ce soir, est-ce que vous vous sentez des partisans de Luigi Snozzi? Êtes-vous des architectes partisans? Olivier Fazan, es-tu un architecte partisan? Vu qu'Olivier Fazan a déjà fait une conférence, donc il ne peut plus se cacher derrière un voile de timidité. Oui. Écoute, je pense que, effectivement, je rejoindrai avec quelques mots au préalable comme Vincent Mongeard. Je me suis senti très très bien ce soir et je me suis retrouvé comme quand on était autour de la table à la chaire de Luigi, quand il nous dispensait son enseignement, il nous préparait, nous les assistants, et aussi dans le travail qu'on faisait avec les étudiants. Donc c'était un moment très agréable. Je te félicite Pierre, c'était exemplaire. Pour cette question de partisans, moi, tous les matins, c'est ce qui fait que je me lève. Parce que, effectivement, je crois à un certain nombre d'éléments qu'on tente de développer, sur lesquels on croit dans le travail que je fais, soit avec Bassel, soit dans notre bureau avec Véronique. Et effectivement, ce prolongement sur ce thème que Luigi interroge les nouvelles générations sur quelle idée de ville pour l'expression de cette démocratie, c'est un thème sur lequel on travaille tous les jours, puisqu'on fait assez peu de bâtiments, ou enfin quasiment pas, on travaille sur le dessin de la ville, sur les thèmes de la ville, quelle idée de ville, et on l'exprime à travers des concours ou à travers des projets qui sont en fait des éléments qu'on développe à titre d'auteur avec Bassel. Et ce sur quoi on s'interroge, c'est comment faire passer un certain nombre d'idées. Et finalement, après une vingtaine d'années, dont 10 avec Luigi, c'est les rencontres de gens et effectivement de personnages politiques importants qui ont ponctué notre parcours et qui ont été des compagnons avec lesquels on a essayé de construire un travail. Alors, le plus important, malheureusement, nous a quittés la fin de l'année passée, qui était le maire de Bussigny, avec qui on a pu construire presque 10 ou 12 années de travail. Et c'est souvent à travers, effectivement, des hommes politiques ou des personnalités importantes qu'on peut faire avancer, en tout cas, notre travail. Très rarement avec nos confrères, parce que, effectivement, et plus particulièrement dans ce canton de Vaud que Luigi a fréquenté pendant une dizaine d'années, il n'y a pas un vrai échange, un vrai débat. Au contraire, on est plutôt... on se regarde en chien de fusil. Donc, nous, notre travail, surtout sur ce projet territorial, il se fait avec les politiques locales, avec les gens dans les communes ou dans des services de l'État. Et je pense qu'effectivement, cette question de partisans, on essaye aussi de s'intéresser à avoir des rapports importants avec un certain nombre de gens qui ont des postes importants dans les services, par exemple.
Tu évoquais, ou vous évoquiez tout à l'heure le fait que les gens s'engagent. Alors il y a Olivier Galetti, qui est architecte cantonal. Ça dépend le cadre qu'on donne. Et on a vu que dans le canton de Vaud, ces 10 dernières années, et tu parlais de ces 10 dernières années, Luigi, on a voulu totalement enlever un cadre et une responsabilité, par exemple, à l'architecte cantonal. L'architecte cantonal, il n'a plus de rôle dans le canton de Vaud. C'est juste un rôle de, comment dirais-je, de figuration. Il n'a plus un rôle, il n'a plus de responsabilité, il n'a plus de pouvoir, puisque effectivement, c'est un choix politique de nouveau. Donc, nous on essaie de travailler et effectivement, moi je base tout mon travail essentiellement dans mon rapport avec les politiques pour faire avancer des idées de projets. Et ça, c'est mon choix au quotidien. Merci Olivier. Je fais juste un commentaire. Tu as posé une question importante, c'est que le fait qu'aujourd'hui, dans les jeunes générations, de plus en plus, ce dont il a dit avant, il y a de plus en plus de bons architectes, mais de plus en plus la difficulté du travail qui exacerbe les rivalités. Et ça, c'est quelque chose qui, dans ces 10 ou 15 dernières années, s'est accentué un peu partout. Le fait que malheureusement, et ça on le voit aussi dans de plus en plus de jeunes générations, deviennent hyper compétitives. Et donc le fait qu'avant de voir les intérêts communs et des batailles communes sur l'architecture, sur la ville, compte plus des stratégies de marketing en termes de rivalité professionnelle. Ça, il y a clairement un problème dans l'exercice libéral de la profession. Quand le vrai problème, c'est le fait de défendre aussi une conception indépendante du travail de l'architecte. Aujourd'hui, de plus en plus contre les entreprises générales et les gros bureaux d'ingénierie dans lesquels l'architecte devient un des pions, un des éléments d'une chaîne de production qui devient de plus en plus complexe. Donc ça, il y a sur ça effectivement encore beaucoup de travail à faire. Et aussi, une soirée comme celle-ci, ou une exposition comme celle-ci, est une occasion, pour moi aussi, ça m'a intéressé de voir cette exposition, de revoir des anciens étudiants qui sont devenus des collègues, et en espérant que des liens de solidarité se construisent, se reconstruisent dans la vie. Est-ce qu'on fait une dernière question? Quelqu'un veut poser une dernière question? Giordano Tironi. Bien. Il y a eu peu d'élèves de Luigi Snozzi qui sont intervenus. Je vais revendiquer ce titre, si ce n'est que je l'ai vu une fois pour mon diplôme. J'ai vu 3 autres professeurs, donc il y a eu 4 avis, c'était un quart des avis, un avis très important. Voilà, donc j'ai une position peut-être un peu marginale. J'ai beaucoup apprécié ton intervention, Pierre-Alain, vraiment important dans ce travail philologique, de ce travail très méticuleux, et aussi méticuleux au niveau de la langue et des définitions, pour positionner aussi des positions. Autrement, le grand problème, un des problèmes actuels, c'est que les mots sont utilisés dans tous les sens, donc c'est pas mal aussi de voir d'où viennent les choses et d'où viennent les termes. Alors, j'ai quand même une question. Luigi nous a montré, dans son enseignement, je dirais aussi comment aussi critiquer les idées reçues, les positions, certaines positions majoritaires ou autres, et aussi prendre certaines distances par rapport, disons, aux maîtres, en général. Et dans le rapport que l'on peut avoir à quelqu'un qui vous a influencé, on peut se construire en prolongeant ce travail, en s'inspirant de ce travail. Ça a été une grande partie du débat, de la conférence et du débat de ce soir. Mais je crois aussi qu'on peut se construire en critiquant ou en adressant des questions au travail de quelqu'un qui nous a influencé. C'est aussi pour moi une forme très très importante de continuer d'une autre façon. Et je répète, Luigi est aussi quelqu'un qui a posé des questions à des gens qui ont questions directes, indirectes. Simplement, je fais un entretien avec Gregotti il y a quelques années. Cet entretien, il terminait cet entretien en disant « Il faut avoir des maîtres pour pouvoir les tuer un jour ». Alors, qu'en est-il de ces petits assassinats, si j'ose dire, qui permettent aussi de construire un débat et de construire peut-être la distance qui nous rapproche de quelqu'un?
j'ai une difficulté à vous écouter, non? Pour mes oreilles, hein, je suis vieux, non? Donc j'ai un problème même pour entendre, non? Et je n'ai pas très bien compris, non, son intervention. Je suggère d'ajouter ou de préciser la question de Giovanni Tironi. Oui. Il pose la question, et je crois qu'elle est réelle, qu'il y a deux façons où un professeur ou un maître est important. Il y a celle où on peut, comme ancien élève, continuer, considérer qu'on a été inspiré par cette œuvre, ou au contraire trouver un rapport plus critique ou plus rebelle, Oui. ou par contreposition, la personnalité forte, comme c'est ton cas, forme des caractères qui ensuite vont pouvoir se déterminer. La question que je voulais te poser, je me permets de continuer l'observation de Giovanni Tironi. Mon impression est que ceci est plus vrai, et on pourrait faire un réel travail critique sur qui ont été tes élèves à Zurich en 72-73. On pense à Soleil de Meuron, ou Roger Wiener, ou Christian Soumy, cette génération des architectes qui maintenant ont 60 ans, plus que les étudiants et qui sont devenus des architectes ici dans cette école. J'ajouterais que, et ça c'est sans doute une difficulté, il serait intéressant de trouver la possibilité, ça c'est une question que je poserai plus tard à Cyril Veillon, de vraiment de trouver ces 1000 étudiants qui ont passé dans le... Y compris des étudiants, je me souviens parfaitement, qui étaient critiques sur l'enseignement, qui étaient assez rebelles, et que moi-même, je me souviens, ça c'est une polémique que je fais avec toi, tu étais tendance à être très sévère ou un peu dogmatique par rapport à ces étudiants qui voulaient faire des choses différentes. Et moi j'étais plus le médiateur, le sens que je m'intéressais, un peu par esprit contraire, à ces étudiants rebelles, ces étudiants, et je serais intéressé de voir ces étudiants qui sont devenus des architectes, parce qu'il y a une diaspora sans doute des étudiants des anciens étudiants de l'UGIS Nancy à l'étranger, notamment des étudiants allemands qui fréquentaient, ou des étudiants suisses-allemands qui venaient de Zurich, dont on a sans doute perdu des traces, parce qu'ici ils sont représentés surtout des architectes ou qui sont restés dans le canton de Vaud ou qui sont tessinois. Je serais intéressé de voir ce que sont devenus aussi ces étudiants étrangers qui ont fréquenté en passant. Alors, la question, c'est peut-être par rapport à ces anciens étudiants, y compris pas seulement de Lausanne, mais de... Oui, je vais comme ça. Mais moi j'ai vu, par exemple, quelques étudiants que j'estime encore aujourd'hui. C'était par exemple Dina. Dina, je l'ai massacré dans mon cours. Pourquoi? Parce qu'il faisait ce qu'il voulait et il ne faisait rien de ce que je donnais, même pas le thème. Tout le monde, j'avais 80 étudiants, 7 à 9, il devait faire un thème que je donnais, et lui, il faisait autre chose. Non? Il faisait des thèmes de son bureau, non, etc. Il a fait, je me rappelle encore une banque. Non? Au lieu de faire un quartier de l'autre ville. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas laissé passer son semestre. Il a dû refaire le semestre chez moi, Dina. Il est devenu un de mes meilleurs amis. Non? Il m'a donné même sa maison à construire, non? À bâtir et à projeter. Donc ça, c'était mon rapport, non, avec un de ses étudiants. Donc, par exemple, Herzog de Meuron. 2 étudiants très intelligents, non? On les remarquait tout de suite, qui étaient des gens vraiment de haute qualité. Non? Mais toujours contradictoire, donc continuer à contredire ce que je faisais, mais avec, moi je l'ai toujours combattu comme eux combattaient moi. Je l'ai toujours estimé, non? Mais à la fin des choses, il y avait une tendance en eux que j'ai jamais acceptée, et ça est sorti après. Après, quand j'ai vu qu'est-ce qu'ils font, non? Des architectes que j'ai toujours respectés et que je respecte encore aujourd'hui, mais je vois que ce que ça me frappait plus de ces architectes, c'était qu'ils recherchaient, déjà dans les études, à tout prix, la nouveauté. Herzog de Meuron, ils ne sont pas capables de faire un projet, je dirais, entre virgule normale. Ils ont besoin, chaque projet, d'inventer quelque chose que les autres n'ont jamais fait. Ou dans la forme, ou dans l'idée, toujours ils doivent avoir un gag. Non? Et ça, ce qui m'intéresse le plus. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, il y a les architectes, les étudiants que j'aime le plus, ne sont pas ceux qui font tout ce que je dis. Non, ce ne sont pas certainement ceux-là. Non.
tu as besoin toujours des étudiants intelligents qui te mettent cause. Je me rappelle, par exemple, sur le thème déjà de mes aphorismes, non pas seulement mes étudiants. J'ai écrit ces aphorismes en 73. J'ai attendu maintenant, ils sont passés 40 ans. 40 ans. Quand j'ai écrit, j'attends encore aujourd'hui quelqu'un qui me met en crise un de mes aphorismes. Et alors, j'ai réussi à les mettre en crise, moi, un seul. Moi, j'ai mis en crise un de mes aphorismes. Et c'était celui de la ville, non? Que c'était sur le vide. L'architecture est le vide. À toi de le définir. C'est une limite à toi de le définir. Quand j'écris cet aphorisme, j'ai pensé à la ville traditionnelle, à la ville historique, où chaque vide, il avait un sens, non? Il est à fait. Mais dans la ville d'aujourd'hui, où le vide, ce n'est rien, c'est un reste, c'est quelque chose, c'est un espace qui n'a aucun sens, n'a plus aucune valeur. Alors je pensais que mon aphorisme était faux, il ne valait plus pour la ville d'aujourd'hui. Puis après mes derniers projets, je l'ai réécrit, mais cette fois je l'ai réécrit en majuscule. L'architecture est le vide, à toi de le définir. J'ai compris que cet aphorisme, mon aphorisme, il valait aussi pour la ville historique, mais il valait 10 fois plus pour la ville d'aujourd'hui. Donc, au lieu de le massacrer, je l'ai réévalué. Et que ça se passe ces choses-là. Mais c'est bien quand il y a quelqu'un qui te met en crise, non, et qui te met, non, qui te pose des questions et il n'accepte pas tout. Le pire de cet étudiant, c'est celui qui accepte tout. Non, tu n'aimes pas ça. Et c'est pour ça que quand monsieur Cyril Vaillant est venu avec les projets de mes étudiants, moi j'avais peur d'avoir des bâtiments, etc., snotiens. C'était ma plus grande peur. Quand j'ai vu que ce n'était pas ça, j'ai commencé à me calmer et rester tranquille. Je dis donc, je n'étais pas un professeur si mauvais que ça. Il ne m'imite pas, donc je n'étais pas si mal. C'est justement le contraire. Mais c'est vrai que ce sont toujours les étudiants plus intelligents, disons plus préparés, qui te posent la question et que tu peux mettre en crise. Et quand un étudiant te met en crise, c'est pas si mal. Hein. Ce sont des événements. Tu attends ça. C'est bien quand il arrive un de ceux-là. Et puis tu peux lui le bâtonner, mais quand même c'est bien qu'il vienne. Et qu'il assume ses responsabilités. Une dernière question? Je veux dire juste que dans l'exposition, il y a des anciens étudiants qui ont été invités et qui m'ont dit, mais nous, notre projet a été très critiqué par Luigi Snozzi, on avait des problèmes, ils n'ont pas forcément, ils n'ont même pas apprécié forcément ces critiques de la part de vous et des assistants, mais ils étaient très contents de participer quand même à l'exposition parce qu'effectivement ils ont gardé un enseignement très important, mais sur leur projet, au moment des études, ils ont eu beaucoup de conflits avec vous. Oui, je sais. Voilà.